Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Hier, on a encore une fois eu des matchs magnifiques. Ce match nul de partout entre le Pays-Bas et le Japon, je l'ai regardé en direct, plus un mini long résumé cet après-midi. Très belle performance des Japonais contre les Néerlandais. L'Allemagne, sans pitié, comme à leur habitude, contre les petits poussés. Mais pour l'histoire, quand même, la Curaçao a réussi à marquer son premier but en Coupe du Monde de toute son histoire. La Côte d'Ivoire contre l'Équateur, victoire très importante dans ce groupe avec l'Allemagne et la Curaçao. Victoire très importante, 1-0. Et pour terminer, j'aurais pas imaginé ce score, ce résultat pour ce match entre la Suède et la Tunisie. Victoire clinquante des hommes de Graham Potter contre les hommes de Sabri Lamouchi. Victoire 5-1. On va en parler de tous ces 4 matchs. Pays-Bas-Japon, je vais les regarder en entier. Allemagne, Curaçao aussi. Mais Côte d'Ivoire, Équateur, Suède, Tunisie, je vais les revus avec des longs résumés de 20 à 30 minutes. Et il y a quand même eu pas mal de séquences intéressantes pour ces 2 derniers matchs. Et comme d'habitude, je vous invite déjà à liker et surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour suivre cette Coupe du Monde avec moi. On va commencer avec Pays-Bas-Japon. Déjà, le 11 aligné par Ronald Koeman. Ce milieu, il y a un petit problème. Je pense que Reinders, De Jong, Gravenberch, ils ont un peu les mêmes profils en tant que milieu. Et pour cela, en conséquence de cela, les Néerlandais ont eu beaucoup de difficultés à créer du jeu avec ce milieu. Pour les prochains matchs, soit il y a des petits ajustements à faire, je sais pas, sur les remplaçants, peut-être un coupe minors, je sais pas. Mais soit il y aura vraiment un grand dépassement de fonction de la part de ces trois-là. De Jong, hier, il a eu déjà un autre rôle, surtout sur le côté défensif. Et en attaque, Gakpo, moyen, Malen, moyen. Et Somerville, quand même, il a marqué un but, on va dire, important pour son équipe. Et pour les Japonais, magnifique équipe du Japon, les Blue Samurai, emmenés par monsieur le sensei Hajime Moriyasu. Cette équipe est très attachante. En fait, le Japon, la Corée du Sud, le Japon et la Corée du Sud, ce sont des équipes très, très attachantes. Et hier, Moriyasu, cet homme-là, il est en poste depuis 2018 avec cette équipe japonaise. Et j'ai pas eu le capture où il prenait toujours des notes. Mais le Death Note, il est revenu pendant cette Coupe du Monde. Mais avec lui, cette équipe a exponentiellement évolué depuis cette Coupe du Monde 2018. Et dans le match, on l'a dit, avec ce milieu à 3, De Jong, Reinders, Gravenberch, c'était difficile. Les 3 ne se trouvaient pas, alors que cette équipe en a besoin pour créer du jeu. Et du coup, ils ont été dans la majorité du jeu à contourner ce bloc. Des fois 4-4-2, des fois un 5-4-1 côté japonais. Certes, sur cette séquence, ils ont réussi à trouver Gakpo sur le côté et à créer du jeu intérieur avec l'appel de Malen dans la surface
Et à la fin de l'action, il a pu enclencher un tir, mais bien arrêté par Suzuki. Suzuki aussi, il a sorti pas mal de parades. Il a sorti au total 4 arrêts. Oh, 4 arrêts. C'est déjà très bien pour le gardien. Et sans ballon, les Pays-Bas se sont alignés aussi en 5-4-1. On voit bien là, c'est un peu flou la photo, mais c'est De Jong qui s'intercale un peu aux côtés de Van Dijk, de Van Aken. Et sur les côtés, on a eu Van de Ven et Dumfries, bien sûr, pour former la ligne de 5 en défense. Et bien sûr, les 4 de devant la défense. Summerfield sur le côté, Gakpo sur l'autre, et le double pivot formé par Reinders, Gravenberch. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que le Japon, en première mi-temps, ils ont eu plus d'actions dangereuses pour moi que les Pays-Bas. La première mi-temps était sopophorique, voire même ennuyeuse. Mais le Japon s'est quand même créé quelques occasions plus dangereuses que les Néerlandais. C'est comme sur cette séquence où ils ont réussi à trouver du mouvement, du décalage, hop, et un centre en retrait, mal intercepté par Summerfield, qui revient sur le pied de Nakamura. Il réussit à enclencher un tir dangereux. Heureusement que ce n'est pas cadré. Et encore une fois, avant la mi-temps, c'est Kamada, en mode quarterback, qui lance Ueda, son attaquant. Et attention, ces espaces-là, il faut bien les négocier pour la défense néerlandaise. Parce que là, c'est encore le Japon. C'est déjà du bon niveau. Mais contre une équipe un peu plus élevée, il n'y aura peut-être pas le même tarif. Mais Kamada trouve Ueda et il a réussi encore à enclencher un tir. Mais sans fois. Ah non, je pense que celle-ci, elle finit dans le petit filet de Verbruggen. Et en deuxième mi-temps, le match s'est un peu décanté. Et par contre, une des forces des Pays-Bas sur ce match, c'était les centres, les coups de pied arrêtés, offensive, pour nuancer un peu. Et ils ont ouvert le score sur ce short de séquence. Dans la totalité de l'action, il y a eu un coup franc de Reinders dégagé par la défense japonaise, mais le ballon revient sur De Jong. Il décale Gravenberch et Gravenberch trouve le bon centre dans la bonne zone et trouve surtout la tête de Virgil van Dijk, son capitaine, pour ouvrir le score. Et regardez Van Dijk, il y a un autre angle où il suit de près si le ballon va rentrer dans les buts de Suzuki. Mais après, il y a trop de laxisme en défense, le bloque pas, c'est trop pas d'agressivité positive et ça a profité aux Japonais, surtout que Kubo, il a pris le ballon, il a pris les choses en main, le ballon sur les pieds, et c'est le but égalisateur, Kubo, qui arrive à s'introduire dans la surface, s'infiltrer dans la surface néerlandaise, et petit décalage pour Nakamura. Regardez l'attitude, certes, c'est le risque de toucher l'adversaire et de provoquer un penalty est plus élevé, mais on bloque pas. C'est ça mon analyse, que tu sois en bloc pas, en bloc haut, une ligne très haute, une ligne très basse défensivement. Il faut toujours sortir et presser le porteur de balle, parce que sinon tu laisses des solutions de tir, des solutions de passe pour te déstabiliser. Et là, c'est Nakamura qui a réussi à enclencher un tir. Ça sera un peu dévié par Van Aken. Est-ce que le but est attribué? Oui, le but est attribué à Nakamura. Un partout. Et à ce moment, c'était le Japon
qu'on voyait le plus que les Pays-Bas. Mais contre toute attente, sur cette séquence, l'une des rares séquences où les Néerlandais ont trouvé du jeu intérieur, de ne pas passer sur les côtés, de contourner ce bloc de 5-4-1 japonais. Vaneke trouve Gravenberch, je pense pour la première fois, et avec sa capacité à porter le ballon, il trouve un décalage pour Summerfield. Dumfries qui se propose pour donner plus d'espace à Summerfield. Et là, il enclenche un tir du gauche. Imparable pour Suzuki encore une fois. 2-1. Les Pays-Bas ont mené 2 fois, mais n'ont pas réussi à garder cet avantage. Et surtout aussi, le coaching de Moriyasu et de son staff, la rentrée de Junya Ito a redynamisé l'attaque avec la rentrée quelques minutes plus tard de 60 qu'est-ce que je dis, la rentrée quelques minutes plus tard de Koki Ogawa, de Sugawara et de Tomiyasu et de Kento Shiokai. Ces changements ont permis au Japon d'être encore un peu plus dangereux. Et déjà la rentrée de Junya Ito. Hop, petit ballon de son défenseur pour Ito. Et déjà, il combine avec Ueda, qui n'est pas encore sorti. Ueda rate son contrôle, mais Kupo suit très bien l'action. Et il arrive à enclencher ce tir. Hop, si ce tir est allé au fond de filet, ce serait l'un des buts de cette Coupe du Monde déjà. Ce serait déjà l'un des vainqueurs. Mais ce n'est pas encore cadré. Et encore une fois, c'est Sugawara sur le côté droit qui combine avec Ito. Il a mis en difficulté De Jong. Et le centre en retrait, parfait. Mais dommage que Sugawara ne s'est pas bien ajusté pour mieux placer son tir et ajouter plus de puissance. Et à la 87e minute, c'est sur cette action qui mène au corner égalisateur. Encore Sugawara, je pense ici. Pour qui? Pour Ito dans l'intervalle. Et oui, les Pays-Bas ont eu de la difficulté à trouver ce genre de jeu. Une passe laser qui casse le bloc. Mais les Japonais ont plus réussi. Et encore Ito, il a fallu l'intervention de Van de Ven, mais c'est sur ce corner. Mais c'est sur le corner qui suit. Après, le but égalisateur, c'est l'attaquant entrant, Shiokai, qui gagne son duel quand même contre Van Dijk. Mais le ballon a été dévié par Kamada au dernier moment. Et le but a été attribué pour le milieu japonais jouant à Francfort, si je ne me trompe pas. Ah non, il est déjà à Crystal Palace, mais il était à Francfort avant. Voilà, de partout. Attention aux Pays-Bas. Sur ce match, mon sentiment c'était que le Japon pouvait aller chercher les 3 points que par rapport aux Néerlandais. Et voilà, pour ce Pays-Bas, Japon de partout. Allemagne, Curaçao. Maintenant, les Allemands, ils sont méchants, sans pitié. 7-1, ça rappelle des mauvais souvenirs pour les Brésiliens. Mais dans ce 4-3-1 aligné par Nagelsmann, chaque joueur a apporté leur pierre à l'édifice. Un collectif plutôt bien huilé. Mais le petit point noir, c'est bien sûr le Sané. Je sais pas comment Nagelsmann
va s'ajuster par rapport à Sané, mais sur ce match-là, contre le petit poussé, Sané, il doit prendre au moins, c'était le bon moment de prendre vraiment de la confiance. Et oui, il y a aussi, on note le retour de Neuer dans les buts. Pour Curaçao, ce petit pays, État, plus de 150 000 habitants, avec une superficie de plus de 444 km². Et ce pays est vraiment rattaché aux Pays-Bas. On peut dire que ce sont des Néerlandais aussi. Et la majorité de ces joueurs, ils jouent en Eredivisie et en deuxième division. Aux Pays-Bas. Et même le coach Dick Advocaat, c'est un Néerlandais. Et comme on l'a dit, l'Allemagne est méchant. Et par rapport à ce qu'on a vu du Pays-Bas tout à l'heure, l'Allemagne, ils sont créés, je sais pas quoi, mais ils sont plus connectés. Ils sont plus connectés que par rapport aux Pays-Bas. Regardez l'intensité des joueurs. Oui, il y a un terme là, une nouvelle philosophie qui arrive en ce moment dans le monde du foot, le football, relationnisme. Et cette connexion, cette proximité entre les joueurs permet de jouer dans ces petits espaces, de casser un peu le bloc, d'étirer un peu plus le bloc adverse. Et sur cette séquence, là c'est le premier but de Nmecha. Il trouve Wirtz entre les lignes, hop, 1-2 avec Wirtz. Et regardez, même si c'est vraiment du relationnisme, c'est du relationnisme contrôlé, on va dire. Les joueurs ne se piétinent pas, les mouvements sont intéressants. Nmecha s'est proposé, Musiala, et je pense que il va venir un peu dans cette zone. Mais le plus important, c'est le but de Nmecha. Hop, il enchaîne tout de suite avec une frappe plein lucarne hors de portée du gardien de Curaçao. 1-0 pour l'Allemagne. Et encore une fois, regardez cette relation, cette connexion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs allemands, presque dans la même zone, on va dire dans la zone du ballon. Et à un moment donné, il y aura un joueur qui va faire l'appel en rupture, qui va déclencher, et la passe de Pavlovic aussi. Magnifique dans le beau tempo de l'appel de Nmecha, encore une fois, qui s'est projeté. Là, le milieu, chacun a son rôle. Pas comme celui du Pays-Bas tout à l'heure. Mais là, on se comprend. Chacun son rôle. Tu te projettes. Moi, je reste en rétention. Si je me projette, c'est toi qui restes en rétention. Voilà. Et par contre, il y a toujours un peu de fébrilité défensivement côté allemand. C'est le but de Comencia, le but de Curaçao. Petite mésentente entre Schlotterbeck et Jonathan Tah et le numéro 9 de Curaçao, Locadia, qui récupère, et Schlotterbeck contre dans un premier temps, mais Comencia, qui a bien suivi l'action, enclenche en première intention ce tir un peu dévié par Kimmich et qui va tromper Manuel Neuer. Et comme on l'a dit, peut-être le seul point noir de ce collectif allemand, c'est le roi Sané. Il aurait pu prendre, comme je l'ai dit, plus de confiance. Mais sur cette action, magnifique ballon de Jonathan Tah, magnifique contrôle pour se mettre tout de suite face au but.
Mais la finition, c'est pas magnifique. C'est hors du cadre. On croyait que c'était Ferran Torres. Et regardez la réaction de ses supporters. Lui là, dans la vidéo, il fait comme ça. Ah là là, ah là là, ah là là. Le Rassané, le Rassané. Et on était tous comme eux. Et le but du 7-1, c'est peut-être l'un des plus beaux buts de ce match. Ouais, c'est le plus beau but pour moi. Parce que il y a tout. Récupération, projection rapide et finition magnifique. Et sur l'action, c'est Goretzka qui est entré à la place de... je me souviens pas, mais il est entré. C'est Goretzka qui récupère la balle. Très belle agressivité et pressing. Et Undav, on se comprend, appel de Kai Havertz. Et il fallait, c'est ça le jeu, Undav balance tout de suite le ballon en profondeur. Et il y a aussi une option, pourquoi pas mettre un type de 4-2-2-2 avec Havertz, Undav devant et derrière on aura Wirtz et Musiala. C'est une option en plus peut-être à aller tester, mais je pense que Nagelsmann il va rester sur ce 4-2-3 et avant j'aime plus Musiala sur le côté gauche que Wirtz parce que Musiala il est un peu plus dynamique que Wirtz dans les dribbles et Wirtz dans les petits espaces. Il a vraiment l'intelligence de jeu nécessaire pour déstabiliser en une passe, en un dribble, le bloc défensif adverse. Et pour terminer, voilà le but et la finition. Hop, petit piqué. Très fine Havertz, dirait Stan des Outsiders. Mais magnifique, magnifique finition de la part de Havertz. Et pour terminer, Côte d'Ivoire, Équateur. Ah non, pas pour terminer, mais pour continuer. Côte d'Ivoire, Équateur. Victoire des Ivoiriens avec le seul but de Hamad. Le match, il a été prolifique en occasion. 15 tirs à 12 pour les Ivoiriens. 1,52 tirs générés. Contre 1,01 pour l'Équateur. Le ballon touché dans la surface adverse, 39-16. Il a été prolifique. Ça aurait pu se terminer sur un 0-0. Les deux équipes ont touché la barre transversale. L'Équateur 2 fois sur cette frappe de Plata, je pense. Plata, voilà. Sur cette frappe de Plata, il a touché le montant de Yaya Fofana. Et en deuxième mi-temps, non pas en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps encore, cette fois-ci c'est Minda, l'autre ailier, qui touche le montant. Et les deux équipes, ils jouent très bien avec le ballon. Moi, quand je vois cette défense, Hortenez Pacho Incapié, je me suis dit que ce sera très solide défensivement et ce sera un peu fermé le jeu, mais l'Équateur, il joue. Et surtout, avec la défense, on a aussi Caicedo. C'est déjà une très bonne passe défensive, mais l'Équateur, ils ont bien joué. Tout comme la Côte d'Ivoire, il y a vraiment de très bons joueurs avec Diomandé, qui est Diomandé surtout. Sur le résumé que j'ai vu, c'était Diomandé, la star. Et bien sûr, le buteur Amad Diallo, en toute fin de rencontre. Mais Diomandé, il a mis un fond, puis il a fait du n'importe quoi contre Incapié. Et quand il était déporté sur l'autre côté là, il a mis
Franco dans une difficulté. Magnifique performance de Diomandé. Et la Côte d'Ivoire, on l'a dit, elle a aussi touché la part. Centre de Diomandé pour Eliwaï. Heureusement pour l'Équateur, malheureusement pour la Côte d'Ivoire, ça a fini sur la part transversale du gardien Galindez. Et à la toute fin, c'est Amad Diallo qui crucifie l'Équateur. Superbe centre de Longtron. Lucien Longtron. On va voir c'est qui. Je pense que c'est Kosono. Non, c'est pas Kosono. C'est Singo. Wilfried Singo qui a mis la passe décisive pour Amad Diallo. Superbe finition. Et 1-0 pour l'Équateur qui prend aussi 3 points avant d'aller affronter l'Allemagne et la Curaçao. Et maintenant pour terminer, c'est cette victoire clinquante de la Tunisie contre... Ah non, la victoire clinquante de la Suède contre la Tunisie. 5-1, un doublé de Ayari, un but de Isaac, un but de Gyökeres et un but de Svanberg. Cette défaite a déjà eu des conséquences pour la Tunisie. Sabri Lamouchi a été limogé ce matin en plein Coupe du Monde. Ça va encore faire beaucoup de bruit côté tunisien. Comment va se porter l'équipe pour la suite? Est-ce qu'il y aura une stabilité? On va voir de près aussi la situation tunisienne. Mais la Suède a quand même bien joué. Le premier but, ça part de cette action. L'appel d'Isaac dans le dos et ce long ballon magnifique du défenseur de Lindelof, je pense. Ouais, c'est Lindelof en mode quarterback là, qui envoie Isaac. Isaac perd le premier duel. Gyökeres suit l'action et récupère. Le tir a été arrêté par un défenseur tunisien, à l'occurrence le numéro 25 ici ou 21. Non, c'est Penamida qui arrête le tir de Gyökeres sur l'action. Mais après, c'est Ayari qui envoie cette frappasse. Regardez, il y a encore 1, 2, 3, 4, 5 joueurs face à lui, mais il envoie ce magnifique tir dans la lucarne. 1-0 pour la Suède. Le but de 2-0. Un but à Alexander Isak. Ils ont arrêté la progression offensive de la Tunisie. Et hop, avoir deux grands gaillards comme Gyökeres et Isaac devant te permet d'envoyer ce genre de long ballon. Et hop, ça termine sur la poitrine de Gyökeres. Et ça combine avec Isaac. Et là, l'aigle suédois, hop, il va enclencher et il va terminer avec ce magnifique tir, bien aidé aussi par la main un peu molle du gardien tunisien. Et le troisième but, c'est le but de Gyökeres. Grosse erreur du capitaine Skiri. Là, il ne scanne pas ce qu'il y a autour. Et la petite relance, on va mentionner de Chamakh, le gardien tunisien, pour Skiri. C'est une grosse erreur. Et il n'a pas lâché le ballon. Et je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Je pense que il a essayé de dribbler Isaac. Mais l'attaquant ne mord pas à l'hameçon. Il contre bien le dribble. Il se projette. Après, hop. Et il se piétine un peu avec Gyökeres. Mais à la fin, il lâche le ballon pour l'attaquant d'Arsenal. Et finition clinique. Le pat
est de retour et a mis son masque. Et à noter aussi la décision arbitrale sur le 4e but de Svanberg. Il y avait hors-jeu au départ, mais la VAR a corrigé ça. Et je pense que ça a été bien arbitré parce que sur ce coup franc, Svanberg, ici, là, il est complètement hors-jeu. Mais après le centre, là, c'est Isaac. Ici qui retouche. Je ne sais pas s'il touche vraiment le ballon, mais les arbitres, l'arbitre central et la VAR a considéré que ce ballon touché par Isaac remet en jeu Svanberg et le but a été accordé pour la Suède. Et le 4e but, notre banger, on va tout de suite le voir, hop, de Ayari. Une frappe du droit puissant qui termine dans la lucarne de Chamakh. Et voilà, très belle victoire suédoise, 5-1. Et au classement, le groupe E et le groupe F ont tout joué. Les équipes ont tous joué. L'Allemagne est devant la Côte d'Ivoire. Et c'est le prochain match. Ça peut déjà déterminer le premier du groupe. Équateur-Curaçao pour le maintien. Dans le groupe F, la Suède prend seule la tête avec 7 victoires, 5-1. Et ils peuvent aussi valider déjà un ticket pour les 16e de finale contre les Pays-Bas. Dans ce groupe F, Suède, Japon, Pays-Bas et la Tunisie, ça va être très difficile de remonter ces 4 buts, sauf au moins si tu as 2 victoires. Et voilà pour ce groupe E et groupe F. Et la suite c'est dès ce soir, Cap-Vert, Espagne. Ça, ce sera débriefé avec une vidéo dédiée. Et bien sûr, Belgique, Égypte. Peut-être qu'on fera dans une vidéo condensée. Belgique, Égypte, Arabie Saoudite, Uruguay, Iran, Nouvelle-Zélande. Et bien sûr, demain, on attend ce France-Sénégal. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Bye bye.